Gracias Saulus, je suis Stan Volk et bienvenue sur Hellenikos Cosmos, la chaîne où on explore la Grèce moderne avec passion, rigueur et un soupçon de mythologie. Aujourd'hui, on inaugure enfin une série qui me tient particulièrement à cœur, l'histoire de la Grèce moderne. Et pour commencer, on va plonger dans une période qu'on néglige souvent, la période byzantine. Une époque de grandes mutations, d'opulence, de foi, de guerre, mais aussi d'art somptueux, qui s'étend sur plus de 11 siècles, de 330 jusqu'à 1453. Alors pourquoi commencer là? Pourquoi pas partir de la Grèce antique, ou même de la période ottomane directement? Eh bien parce que c'est au cœur de l'Empire byzantin que se forment les fondations culturelles, religieuses et linguistiques de ce qui deviendra la Grèce moderne. C'est à ce moment-là qu'émerge peu à peu une identité néo-hellénique. En 330, l'empereur Constantin Ier fonde Constantinople, appelée la Nouvelle Rome. Et cette décision change tout. Désormais, l'Empire regarde vers l'Orient. Le centre de gravité se déplace, Rome décline, tandis que Constantinople rayonne. En 395, l'Empire romain est officiellement scindé en deux. À l'ouest, un empire affaibli qui tombera en 476. À l'est, un empire hellénisé, chrétien, qui résistera encore un millénaire. Sous Théodose Ier, le christianisme devient religion officielle, tandis que le paganisme, lui, est interdit. Et surtout, au fil des décennies, le grec remplace le latin sous Héraclius au 7e siècle. Résultat, on ne parle plus vraiment d'un empire romain, mais plutôt d'un empire grec, chrétien, profondément orthodoxe. C'est Byzance. Imaginez une cité en marbre ornée d'or, de mosaïques éclatantes, aux clochers chantants et au cœur palpitant de culture. Bienvenue à Constantinople, capitale du monde byzantin. Le règne de Justinien Ier au VIe siècle est un tournant majeur. Il reconquiert des territoires perdus en Afrique du Nord, la mer Noire, le Pont-Euxin, la Corse, l'Italie, la Sardaigne ou encore l'Espagne. Il codifie le droit romain et surtout, il fait ériger la basilique Sainte-Sophie, chef-d'œuvre d'architecture sacrée. Son règne marque l'apogée impériale, un empire centralisé, brillant, porté par l'hellénisme et le christianisme. Un mot tout de même sur la basilique de Sainte-Sophie. La basilique Sainte-Sophie, ou Hagia Sophia en grec, est l'un des monuments les plus emblématiques de Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Elle incarne à elle seule l'histoire tourmentée entre christianisme, islam et empire. Tout commence en 532 sous l'empereur Justinien Ier. Après une violente révolte populaire, il ordonne la construction d'une nouvelle église qui surpassera toutes les autres. En moins de 6 ans, une prouesse pour l'époque, Sainte-Sophie voit le jour en 537. C'est un chef-d'œuvre architectural byzantin avec sa coupole gigantesque de plus de 30 mètres de diamètre, semblant flotter dans les airs grâce à un jeu savant de lumière et de piliers cachés. Pendant près de 900 ans, elle est la plus grande église chrétienne du monde. C'est le cœur spirituel de l'Empire byzantin. On y couronne les empereurs, on y célèbre les grandes fêtes et elle symbolise la puissance de Constantinople. Mais en 1453, tout bascule. Le sultan Mehmed II prend la ville, met fin à l'Empire byzantin et transforme immédiatement Sainte-Sophie en mosquée. Les cloches sont réduites au silence, les fresques chrétiennes sont recouvertes et 4 minarets sont ajoutés. Elle devient alors un joyau de l'Empire ottoman. Puis, au XXe siècle, un nouveau tournant. En 1935, sous l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, Sainte-Sophie devient un musée, symbole de la laïcité de la Nouvelle République. En 2020, elle redevient une mosquée par décret présidentiel. Les mosaïques chrétiennes ne sont pas détruites, mais voilées pendant les prières. Et en 2024, elle rouvrira partiellement comme musée, le premier étage uniquement. Aujourd'hui, Sainte-Sophie reste ouverte au public, attirant chaque année des millions de visiteurs, à la fois lieu de culte et témoin vivant de plus de 1500 ans d'histoire. À partir du 7e siècle, les menaces s'intensifient. À l'est, l'Empire subit des invasions arabes, perses, puis ottomanes. Au nord, l'Empire est menacé par les Slaves, tandis qu'à l'ouest, l'Empire se soumet à des tribus germaniques, les Francs. L'Empire résiste, mais il s'amenuise, les frontières bougent, les alliances se fragilisent, la foi devient refuge. Mais l'hellénisme s'intègre au niveau artistique et intellectuel. En 1054, c'est la rupture, le schisme entre Rome et Constantinople. Catholiques et orthodoxes ne prient plus ensemble. Le désaccord est dogmatique concernant la Trinité et plus précisément la question du filioque, c'est-à-dire le latin pour « et du Fils ».
C'est plus précisément un désaccord concernant la conception de la Trinité étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le désaccord venant de la question qui précède de qui. Mais ce désaccord est aussi culturel et politique. C'est une cassure qui structure encore aujourd'hui deux visions chrétiennes différentes. En 1204, c'est la catastrophe. La 4e croisade, censée libérer Jérusalem, pille Constantinople. Les croisés détruisent, brûlent, volent, profanent. C'est une blessure immense dans la mémoire grecque et une humiliation venue de l'Occident chrétien. L'Empire est alors morcelé, mais 3 entités résistent. L'Empire de Nicée, en Asie mineure, le despotat d'Épire, au sud de la mer Noire, et l'Empire de Trébizonde, à l'ouest de la Grèce. C'est au sein de ces États que naîtra l'idée de la reconstruction nationale qui vise d'abord à chasser les occupants francs. Ils y parviendront en 1261. Michel Paléologue reprend Constantinople et reconstitue en partie l'Empire. Si Byzance a perdu ses batailles, elle a gagné la guerre de la culture. Dès le début de la période byzantine, la création de la bibliothèque impériale, l'université de Constantinople ou des monastères participe à une renaissance byzantine. La culture est considérée comme une priorité de l'État. L'université va fonctionner jusqu'à la chute de l'Empire. Le 9e siècle et jusqu'au 11e siècle correspond à l'apogée de Byzance. La stabilité politique favorise l'épanouissement de l'humanisme byzantin dans les arts et les lettres. On copie des manuscrits, on étudie les philosophes grecs, on invente, mais également en sciences, avec Photius au 9e siècle par exemple. Entre le 13e et le 14e siècle, de grands érudits byzantins vont permettre de redécouvrir la culture antique. C'est la deuxième période phare de l'humanisme byzantin. Tous ces textes antiques étaient inconnus de l'Occident. Sans humanisme byzantin, il n'y aurait pas eu d'humanisme en Occident, car ce sont les Byzantins qui ont porté avec eux une grande partie de l'héritage antique. À partir du XIe siècle, une langue populaire grecque commence à s'imposer dans la littérature, une langue démotique. Certains spécialistes datent les débuts du grec moderne avec la littérature acritique, c'est-à-dire qui vient des Acrites, Acrites en grec, gardien des frontières d'Anatolie de l'Empire byzantin, issu des chansons populaires chantant les prouesses des Acrites en vers de 15 syllabes, comme l'épopée du Digénis Acritas, racontant les exploits des gardiens de frontières. Le grec démotique naît peu à peu dans la bouche du peuple. La littérature crétoise également, même sous domination vénitienne, va produire des chefs-d'œuvre comme l'Érotokritos. Plus tard, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, la littérature en langue populaire se développe, même dans les territoires occupés par les Francs. Tout cela contribue à une chose, la naissance d'un sentiment grec distinct, conscient de lui-même, une conscience néo-hellénique. Et puis arrive le 29 mai 1453. Les Ottomans prennent Constantinople, l'Empire byzantin s'effondre, mais son esprit, lui, nous le verrons, va survivre. Byzance n'a pas disparu, elle a semé la Grèce moderne dans la langue, dans la foi et dans l'art, mais aussi dans cette obsession du passé glorieux qui traverse l'âme grecque. Voilà, c'était le premier épisode de notre nouvelle série, un immense morceau d'histoire que nous avons à peine survolé. Mais si ça vous a plu et que vous voulez creuser, je vais vous laisser en description quelques ouvrages de référence. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la période ottomane, 4 siècles de domination, mais aussi, vous le verrez, de résistance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, Nastekala et à bientôt sur les Nikos Cosmos.